Bienvenue, merci d'être venus nombreux et nombreuses pour une troisième occasion de talk autour de l'expo de Massinissa Selmani, l'artiste contemporain, qui montre sa première exposition à Rhizome, juste en haut de Mourad Didouche. Et ce soir, nous avons l'honneur d'avoir avec nous Madame professeure Najat Radda, professeure de langue, de littérature et de langue, non seulement à l'Université d'Alger, mais aussi à Paris 8 et à Montpellier, et spécialiste dans la littérature algérienne, et moi je dirais aussi spécialiste dans l'abstraction dans la peinture algérienne du XXe siècle et du début du XXe siècle. Donc merci de nous accorder cet honneur d'être avec nous pour discuter sur des questions d'abstraction dans l'art, dans la littérature et peut-être aussi de façon plus générale dans la sociopolitique touchant les 1000 villages, le sujet de toutes nos discussions, au moins le fond de nos discussions autour de cette exposition de Massinissa Selmani. Est-ce qu'on m'entend derrière? Je suis assez énoncée. D'accord. Ça veut dire oui ou ça voulait dire non? Ça veut dire oui. Ça veut dire oui. Ah, d'accord. Je pense qu'ils sont d'accord. Normalement, on a des choses qui projettent nos voix, bien. mais je pense qu'il faut quand même très bien. faire un effort de parler publiquement. Merci. Mais merci à vous, merci à tout le monde. Il n'y a pas de... Merci à Rhizome et à mon autre école aussi pour l'accueil. Merci à l'artiste qui a proposé, qui a donné l'occasion, qui est au point de départ de ça. Et merci à la galerie qui l'a accueilli. Et merci au présent. Et on commence avec le afterglow, l'après-image d'une conversation que nous avions eue ensemble au printemps dernier par rapport à quelques œuvres et une initiative lancée par M. Radda, votre mari, au sein des 1000 villages, accompagnant les 1000 villages avec sa peinture et son idée d'une peinture révolutionnaire dans le contexte des 1000 villages. Et de l'époque. Oui. Donc je voulais juste qu'on fasse un panorama d'ensemble. Oui, je vous pose la question pour que vous puissiez développer l'histoire pour ceux qui sont présents. Oui, il n'y a jamais de point de départ à une histoire. Hein. Un passé détermine un présent qui détermine un futur, etc. Il n'y a pas de point de départ. Mais en ce qui concerne l'Algérie, on peut quand même prendre comme élément de réflexion, comme époque à partir de laquelle des choses dans les arts, que ce soit en littérature ou dans les arts plastiques ou dans la musique ou dans le théâtre, etc., comment les choses se construisent au fur et à mesure. Et on est obligé de remonter à la bifurcation historique qui a été provoquée par la colonisation. C'est-à-dire qu'il y avait un pays qui s'inscrivait dans une tradition artistique qui était ce qu'elle était et qui a été confrontée à l'arrivée d'une autre culture, d'un autre principe civilisationnel, et qui a été, non seulement cette autre culture est arrivée, comme c'est toujours le cas d'ailleurs, mais elle ne s'est pas ajoutée à la culture préexistante, elle a contesté. Et donc il y a eu un processus à la fois de déculturation et de nouvelles cultures qui étaient en train de s'installer, dans la mesure où c'est la culture importée qui était la culture qui avait les instances de reconnaissance, les instances de consécration. Donc, pour être un artiste patenté, il fallait passer par le code qui était un code imposé. Je vous dis ça en préliminaire parce que ça va déterminer
les choix entre abstraction et figuration. Hein, tandis que l'Algérie et le monde arabe et islamique de façon générale étaient inscrits dans une mouvance de la non-figuration, il va y avoir un télescopage avec la tradition européenne qui, elle, à partir d'une autre histoire, et notamment grâce à l'évolution de la bourgeoisie et du capitalisme, s'est orientée vers la figuration, vers la représentation mimétique de l'univers. Et donc, lorsque l'Algérie a acquis son indépendance, s'est posé le problème de son identité. Pendant toute la période de la colonisation, pendant toute la période de la guerre d'indépendance, le problème de l'identité culturelle s'est posé. Mais cette problématique de l'identité était surdéterminée par un objectif qui était l'objectif majeur de l'époque, c'était la reconquête de l'indépendance, la conquête de l'indépendance. Et donc, disons que la surdétermination du politique sur le culturel a fait qu'il y a eu des mots d'ordre qui ont à la fois orienté et disloqué ce qui était en ébullition au sein de la société. Alors, qu'est-ce qui était en ébullition au sein de la société? On peut le réduire schématiquement à deux grandes tendances. Une tendance qui se voulait modernisante et qui prenait le train de la culture européenne, des canons européens. Et puis, une autre tendance qui était une tendance de résistance qui prenait comme mot d'ordre, en quelque sorte, le principe que l'on a appelé d'authenticité. Mais à la fois, sous le terme de modernité et sous le terme d'authenticité, on peut mettre des quantités de définitions qui peuvent être divergentes. Et donc, en particulier, le principe d'authenticité a été réduit par le mouvement dominant qui était le mouvement nationaliste, a été réduit à l'héritage arabo-islamique. Alors donc, la langue arabe, la religion musulmane, c'était ça l'authenticité. Et de l'autre côté, la modernité s'est accrochée à un principe qui est typiquement français, qui n'existe pas dans tous les pays occidentaux, et qui est le principe de laïcité. Et donc, ce qui s'est joué dans la société, c'est un rapport de confrontation entre la vocation arabo-islamique de l'Algérie et la volonté laïcisante de son intelligentsia, essentiellement intelligentsia francophone. Voilà donc très schématiquement le panorama dans lequel l'indépendance est arrivée et dans lequel finalement on surgit à la faveur du socialisme, qui était aussi un concept d'importation et d'importation adossée à une réalité historique qui se déroulait en Union soviétique, mais là aussi avec une interprétation particulière, donc le socialisme. Et le socialisme détermine cette volonté, si vous voulez, d'élévation du niveau de vie de la paysannerie qui a été le sel de la terre de la Révolution. Ce sont les paysans qui ont payé le prix fort de la guerre d'indépendance, à la fois dans les armées, hein, dans les maquis, et en même temps pour avoir été déportés de son terrain d'origine vers des endroits de regroupement. Donc, si vous voulez, c'était une volonté de correction
d'une situation qui était absolument injuste, inégalitaire, etc. Et ces villages socialistes se sont érigés comme ça, un peu de façon improvisée, mais aussi de façon voulue par le pouvoir politique, qui, lui, était dans une conception de l'unité de pensée. C'était le grand moment de l'unité de pensée, et tout le monde devait entrer dans le cadre de cette unité de pensée. Alors, il y avait un enthousiasme presque. Ah, il y avait un enthousiasme essentiellement de la part des étudiants. Et donc, il y a eu une arrivée massive d'étudiants à l'université. Hein, c'était du jamais vu. Bon, moi qui suis de la vieille, quand j'étais étudiante, on était 3 pelés, 2 tondus, voilà. Et on voit des amphithéâtres pleins d'étudiants qui, au demeurant, n'étaient pas seulement des étudiants algériens, parce qu'il y avait énormément d'étudiants d'Afrique subsaharienne qui étaient là, et il y avait aussi des coopérants français qui enseignaient dans le primaire et qui venaient faire leur licence en Algérie. Enfin, c'était quand même une population assez hétérogène, essentiellement francophone. Les arabophones étaient en petit nombre et ils étaient un petit peu dans une position de force idéologique et de faiblesse en nombre et en poste de pouvoir, disons. Voilà. Et donc, il y a eu vraiment des tensions assez violentes entre les deux catégories. Est-ce que les deux s'inscrivaient au sein du projet socialiste? Pardon? Est-ce que ces deux... Alors, on considérait, à tort ou à raison, ça je ne saurais pas le dire, c'est les sociologues qui pourront le déterminer, on considérait que les francophones étaient davantage engagés dans l'option socialiste que les arabophones, qui, eux, étant adossés à une pensée religieuse, considéraient que c'était Dieu qui distribuait les biens et que, si vous voulez, il n'y avait pas d'autoritarisme politique qui pouvait se substituer à la volonté divine. Mais bon, les intellectuels arabophones qui étaient en vue, je ne sais pas moi, les Taharoutar, les Ben Haddouga et consorts, étaient des socialistes convaincus. Et ils étaient très proches des francophones, contrairement aux arabisants qui, eux, étaient dans une pensée religieuse essentiellement. D'accord. Voilà. Voilà. Pour en venir à ces villages socialistes, bon, ils ont suscité un engouement extraordinaire de la part de la jeunesse, essentiellement de la part de la jeunesse. Et les week-ends de volontariat se succédaient. C'était d'ailleurs vraiment des moments de débat politique, de débat idéologique et de rencontres mixtes, parce que la mixité n'était pas quand même quelque chose... bon, c'était plus répandu qu'actuellement, disons. Mais la mixité filles-garçons, et puis surtout des jeunes gens, filles et garçons, qui campaient sous les mêmes tentes, qui restaient, qui allaient loin de leurs parents, qui liaient des amitiés et au-delà des amitiés, etc. C'était quelque chose de très nouveau et de considéré comme progressiste à cette époque. Et donc, dans ce cadre-là, s'est développé de façon assez générale chez les intellectuels une forme à la fois de générosité et de paternalisme, parce qu'on allait apporter aux paysans qui étaient illettrés, qui étaient arriérés, on allait leur apporter la culture, et on allait leur apporter le bien-être, et on allait leur apporter l'hygiène. Et voilà.
effectivement, c'était comment dire, des valeurs qu'il était nécessaire de faire acquérir à la totalité de la société. Mais la posture de supériorité des intellectuels vis-à-vis de la paysannerie était patente. Sauf qu'il y avait aussi un courant qui se revendiquait de Frantz Fanon et qui, lui, reconnaissait à la fois les valeurs de la culture populaire, de la culture paysanne, et qui surtout disait, préconisait de marcher à son pas, de ne pas être dans une forme de course vers un modèle européen considéré comme l'aboutissement de la modernité, mais qu'il fallait prendre en compte les aspirations populaires, le travail qui se faisait, et surtout comprendre quelles étaient les productions de ce peuple. Bon. Et donc ça c'est une trame entre les deux trames que vous avez identifiées au début de... C'est ça. D'accord, c'est une troisième trame au milieu. Les deux grandes... Elle n'est pas au milieu, elle est à cheval. D'accord. Elle est à cheval. Et il y avait, il faut dire aussi que c'était l'époque où toutes sortes de mouvements politiques occidentaux qui n'avaient pas réussi à faire la révolution chez eux venaient la faire en Algérie. Et donc il y avait des trotskistes, il y avait des maoïstes, il y avait, toutes les tendances politiques étaient présentes en Algérie et étaient défendues de façon aussi véhémente les unes que les autres. Ce qui faisait un bouillonnement intellectuel très intéressant, mais qui faisait aussi des confrontations assez violentes, parfois. Mais je pense qu'il y avait un peu des échos de ces camps différents dans notre dernière conversation hier. Ah, très bien. Oui, on a ressenti cette énergie intellectuelle et cette confrontation. Très grande, voilà. En tout cas, un bouillonnement tous azimuts. Il n'y avait pas de sujet qui n'était pas abordé à cette époque-là, et de façon très passionnelle, très passionnée, et avec beaucoup de travail qui se faisait à la base. Hein. C'était pas des gens qui bavardaient comme ça dans l'air, hein. C'était des gens qui mettaient en adéquation leur idéal et leur action. Bon, voilà, c'était quand même une période très, très enthousiaste et enthousiasmante. Et donc la trame à cheval, oui. Identifiée avec Frantz Fanon, et l'idée de faire des pas avec les paysans, de ne pas leur laisser. Ça, c'était intégral à l'idée de Khada, par exemple, dans son intervention des 1000 villages. Oui, tout à fait. Peut-être aussi donner une sorte de profil idéologique de ce qu'était Khada. Il est issu, disons, d'un point de vue social, des grands propriétaires fonciers de la région de Mostaganem, et propriétaires fonciers qui ont été dépossédés par la colonisation de leurs terres et qui sont devenus très, très pauvres, je sais que mon mari me disait que quand ils arrivaient à manger un jour sur 3, c'était bien. Vous voyez, donc c'était vraiment la misère noire, hein, pendant la colonisation. De surcroît, il y a eu une tragédie familiale dans sa famille parce que son grand-père et son grand-oncle n'ont pas accepté que le colon vienne s'installer sur leur terre, et ils l'ont tué, ils l'ont découpé en morceaux, ils l'ont jeté dans le puits. Et ils ont cru que le problème était réglé. Sauf qu'il n'était pas réglé, on les a envoyés à Cayenne. Donc la famille s'est trouvée dans l'errance. Donc cette tragédie a pesé très très lourd sur les épaules de toute la descendance. Voilà. Et Mohamed a réussi, si vous voulez,
à surmonter la tragédie par l'expression artistique, mais dans sa famille, il y a eu des suicides, des schizophrénies, voilà, des drames psychologiques très, très importants. Et surtout, il y a eu la cécité de son père et de sa mère, les deux ayant attrapé le trachome, qui était la maladie de l'époque. Et bien entendu, avec les conditions d'hygiène, ça n'a pas été soigné et ils sont devenus aveugles. Bon, ma belle-mère, quand je l'ai connue, elle voyait des ombres, c'est tout ce qu'elle pouvait voir. Et donc, il y a eu, si vous voulez, de la part des amis, de la famille, etc., une sorte de légende qui s'est construite autour de l'artiste. Pourquoi a-t-il choisi la peinture alors que ses parents étaient aveugles tous les deux? Donc on a, si vous voulez, un peu transformé en légende une histoire familiale tragique. Voilà. Et donc lui était un petit peu, d'un point de vue du tempérament, il était très, comment dire, à la fois très modeste et très orgueilleux, mais ça c'est la caractéristique des gens modestes. Ils sont souvent très orgueilleux, ils affichent beaucoup de modestie, mais bon. Et donc, il rasait un peu les murs, il ne voulait pas qu'on fasse intervenir sa biographie dans son itinéraire artistique et des choses comme ça. Mais tout cela lui a donné un souci qui était le souci permanent de sa vie, c'était de se fondre totalement dans le petit peuple. Une promotion d'ordre social, pour lui, c'était aberrant. Il fallait rester dans sa catégorie sociale, il fallait rester dans sa catégorie, dans sa catégorie d'origine. Et donc, les villages socialistes étaient pour lui l'occasion de se fondre dans cette paysannerie qui avait été donc le sel de la terre, et de contribuer à sa façon à l'élaboration de ces villages socialistes. Et donc, ce qu'il disait, c'est que, par exemple, il contestait la pertinence des journées de volontariat où on allait arracher des carottes, et il disait, bon, c'est pas parce que vous aurez arraché des carottes pendant le week-end que vous deviendrez paysan. Ça sert à rien. Que les paysans arrachent leurs carottes, creusent labourent leurs terres, etc. Et que les intellectuels leur apportent ce qu'ils savent faire, que les électriciens leur apportent ce qu'ils savent faire, que chaque spécialité, en quelque sorte, contribue à l'élévation du niveau de vie par son apport spécifique, et non pas en se faisant paysan à la place des paysans. Voyez, donc c'est la raison pour laquelle ces fresques qui ont été faites dans plusieurs villages socialistes, c'était des fresques qui devaient en quelque sorte apporter une représentation une forme d'art en quelque sorte. On amenait l'électricité, l'eau courante, etc. Pourquoi pas l'environnement esthétique. Donc un environnement esthétique. Mais cet environnement esthétique, selon lui, ne devait pas être la représentation d'une individualité, d'un individu. Ça devait être un travail collectif. Autant il considérait que pour son œuvre personnelle, il était seul et absolument seul devant son chevalet, et qu'il était comptable devant lui-même pour ce qu'il produisait, autant pour ces fresques-là, il considérait que c'était la conjonction de plusieurs visions, de plusieurs artistes qui devaient se manifester. Et donc c'était des groupes d'artistes, des collectifs d'artistes qui d'ailleurs s'entendaient entre eux, qui avaient les mêmes conceptions de l'art, etc., qui se retrouvaient.
mais qui, là aussi, étant donné, bon, c'est pas un secret de dire que la subjectivité des artistes est absolument poussée à l'extrême, n'est-ce pas, monsieur? Je ne suis pas sûre que c'est le cas pour Massinissa. Bon, en tout cas, la subjectivité est très très importante. Et donc, quand 4 subjectivités s'additionnent pour faire un travail, il y a du conflit. Il y a beaucoup de conflits. Alors, bon, il faisait une maquette de départ, de point de départ. Ils s'entendaient sur l'architecture d'ensemble, etc. Mais au moment de mettre la couleur sur la toile, c'était au-delà de là que je m'y mette. Vous voyez, donc c'était assez conflictuel. Mais c'était une expérience parmi d'autres, et c'était aussi l'expérience, la façon d'expérimenter les limites de la création personnelle et de la création collective, puisqu'on était dans une conception de collectivisation de toutes les énergies. Pouvait-on le faire au niveau de l'art comme on pouvait le faire au niveau de l'agriculture ou de l'industrie ou de l'administration ou de l'école, etc. Donc ça, c'était vraiment le point d'achoppement, c'était ce grand point d'interrogation sur les limites de l'expression artistique collective, d'ordre collectif. Alors, il y avait des expériences essentiellement en Amérique latine qui suscitaient l'intérêt de ces artistes-là. Donc, on se tournait vers les Siqueiros, les Matas, enfin les grands muralistes d'Amérique latine, mais ce sont des muralistes qui ont toujours travaillé individuellement. Ils n'ont pas travaillé de façon collective. Et donc, il y avait à la fois cet horizon de l'Amérique latine, mais c'était un horizon qui n'était pas applicable en quelque sorte à ce qui se passait en Algérie. Voilà. Peut-être, mais c'est toi qui vas peut-être poser d'autres questions, parce que moi, il y a un point sur lequel je souhaitais revenir, mais on aura sans doute l'occasion. C'était la figuration et la non-figuration et l'abstraction. Vous voyez? J'allais juste poser ça. Non, j'allais poser une autre question, mais oui. On peut revenir. Oui, on reviendra. On peut décider que c'est moins intéressant que ce que vous allez développer. La question de la collectivité comme quelque chose qui accompagnait d'autres projets de collectivité en même temps, socialistes et autres, oui. À cette époque-là en Algérie. À votre avis, quelle était la conclusion de ce groupe d'artistes à la fin de leur expérience en collectivité? Alors, il y a eu, à mon sens, et avec le recul du temps, la faiblesse de n'avoir pas tiré un bilan de cette expérience. Chacun a repris son chemin et son atelier, et l'option socialiste s'étant elle-même dévaluée, dégradée, chacun a suivi son propre itinéraire. Et en ce qui concerne Khada, il est mort trop tôt pour avoir disons, affirmé quelque chose de définitif dans ses choix. Mais ça s'est dilué dans la société, comme d'ailleurs toutes les autres entreprises de l'époque. Toutes les choses se sont diluées dans une forme de capitalisme qui ne voulait pas dire son nom, mais qui restait socialiste, mais qui n'était plus socialiste, etc. Et donc on est rentré dans un flou idéologique qui faisait que chacun faisait sa popote dans son coin. Voilà. Et est-ce que quand il y avait ce moment de collectivité au sein des villages, c'était de faire des fresques ensemble et participer à la vie de ces paysans ou de ces villageois
avec de l'art et de l'abstraction. Oui. Est-ce qu'il y avait une participation des locataires ou des gens qui vivaient dans les villages? Est-ce qu'il y avait des interactions? Oui, alors il y avait des moments qui étaient organisés de débats avec les paysans. Donc c'était au début, au milieu de la fresque et à la fin. Et essentiellement à la fin. Et moi, je me souviens d'avoir assisté à quelques-unes de ces rencontres où les paysans étaient assez sceptiques. Vous voyez, donc il y avait une distance. Hein, et bon, alors les arguments étaient des arguments, comment dire, un peu simplistes. Hein. Par exemple, j'entendais dire oui, mais bon, vous choisissez bien les robes de vos femmes selon une couleur, selon pourquoi pas un tableau? Ça relève de la même dynamique. C'est vous choisissez, vous décorez vos intérieurs, vous mettez des tapis, des peintures murales, pardon. Vous faites des peintures morales. Oh, la mort. Je dois être fondamentalement amoral. La morale me tracasse parce que je n'en suis pas. Peu importe, ce n'est pas ma psychologie qui importe là-dedans. Mais en tout cas, il y avait ce problème de... si vous voulez, des critères selon lesquels on pouvait juger d'une fresque. Et à quoi ça va servir, disait-on. À quoi ça va servir. D'ailleurs, c'est un problème que Rada a rencontré aussi quand on lui a demandé de réaliser le monument aux morts à Msila, et où il a fait un monument aux morts inhabituel, hein, qui ne ressemblait pas aux autres monuments aux morts, et on lui a dit, mais à quoi ça va servir? Et comme à Msila, à cette époque-là, on était en train de construire précisément des habitations et que ça n'allait pas assez vite au gré des habitants, qu'on lui a dit, mais on ne va pas y habiter, pourquoi tu passes tant de temps là-dedans? Et pourquoi dépenser tant de ciment et pour faire cette chose qui ne va servir à personne? Et donc, on leur demandait, ils leur demandaient ce qu'ils auraient vu à la place, et eux, ils auraient vu à la place une énorme, comment on appelle ça, les têtes de... Non, les têtes de tombes. Voilà, ça, avec des écritures coraniques, et puis, bon, et puis ça correspondait très bien pour recevoir l'hommage des morts, quoi. Mais un monument, lui, il avait conçu un monument avec... D'ailleurs, il avait souscrit à ce souci-là de religieux qui était dans l'air, puisque le monument écrit d'une certaine façon, les éléments du monument écrivent Allah de façon très stylisée. Et dans le lemme central, il y a la gravure d'un martyr qui est en train de casser ses chaînes. Voilà. Donc il y avait à la fois une forme de symbolisation du mort, enfin du martyr, puisque c'était un monument au martyr, et il y avait qui s'inscrivait dans cette grande inscription. Et au pied de cette inscription, il y avait une sorte de bassin en forme de main, avec de l'eau dans la paume de la main qui s'écoulait entre les doigts de la main. Donc il y avait à la fois cette symbolique de l'eau, des ablutions, de l'eau, de la dimension sacrée des ablutions, et il y avait cette stylisation que lui avait imaginée. Vous voyez. Donc tout ça pour en venir au fait que lui souhaitait, si vous voulez, entrer en communication, sinon en communion,
avec les utilisateurs de ces villages socialistes, les habitants, etc., mais que la distance culturelle s'est avérée à ce moment-là très importante. Et le dialogue était assez difficile à établir. Sauf qu'il y avait, indépendamment du dialogue, donc indépendamment de la dimension cérébrale, de la dimension intellectuelle, il y avait une dimension émotionnelle qui réunissait tout ce monde-là. Et les paysans, ils étaient bien contents, ils emportaient leurs fresques à plusieurs, à la porter sur les épaules. Ils étaient contents d'aller la mettre dans la cantine du village. Et donc, ils avaient un trésor qui leur appartenait. Voyez, même s'ils n'en comprenaient pas le sens figuré sur la toile, ils étaient heureux, ils étaient fiers de la posséder. Voilà. Tout se passait au niveau, beaucoup de choses se passaient au niveau émotionnel. Une question par rapport à l'abstraction? Alors, par rapport à l'abstraction, je vais... Non, je suis madame. Comment? Allez-y. Vous allez dire. Ce que je voulais dire, c'est que l'abstraction, enfin, dans la pensée de mon mari, mais je pense que c'est une pensée anthropologique juste, je l'ai rencontrée aussi dans les écrits littéraires, parce que je suis davantage spécialiste de littérature que d'autres choses d'ailleurs. L'idée, c'était que le Maghreb, le monde arabo-islamique, mais davantage encore le Maghreb, reposait sur une mémoire séculaire de l'abstraction. Qu'avant la colonisation, la figuration n'existait pas. Avant l'islam, la figuration n'existait pas dans les arts autochtones, dans les arts locaux. Et donc, si vous voulez, l'islam a apporté une sorte d'interdit religieux de la représentation qui venait conforter un choix esthétique qui était inhérent à la société maghrébine, à la berbérité, pour le dire vite. Vous voyez. Donc, la non-figuration interdite de la représentation édictée par l'islam a renforcé le substrat berbère qui était déjà non figuratif. Là-dessus, la colonisation est venue et la peinture de Chevalet était figurative. Et c'était les paysages, et c'était les odalisques, et c'était les tatouages sur les corps des femmes, et c'était bon. C'était à la fois une forme d'orientalisme, puisque le Maghreb était confondu avec l'Orient dans l'esprit européen, et c'était à la fois de l'orientalisme et de l'exotisme. Mais en même temps, une sensibilité particulière de tous ces peintres venus ces peintres voyageurs, une sensibilité particulière à la lumière particulière du Maghreb. Et donc un travail esthétique sur la lumière et qui sauve encore toute cette tendance à la fois exotique et orientaliste par la technicité qui a été développée ici au Maghreb. Et donc, lorsque les Algériens ont adopté la peinture de Chevalet, ils l'ont adoptée avec ses codes. Et donc, ils ont adopté la figuration, les paysages, et alors une forme d'exotisme, quelque chose très difficile de définir l'exotisme parce que la frontière entre le réalisme et l'exotisme est très ténue. Parce que peindre des palmiers, des chameaux, des mosquées, tout ça, ça relève de ce que l'on voit, donc d'une certaine réalité. Mais ça relève aussi d'un regard extérieur de peintres voyageurs qui étaient frappés
par ce qu'ils n'avaient pas chez eux. Donc il y a eu cette espèce d'ambiguïté entre réalisme et exotisme auquel il était très difficile d'échapper. Les premiers peintres, bon, je pense à Mamri, les premiers peintres algériens ont souscrit au code qui était importé d'Occident. Et dans les écoles des beaux-arts, c'est ce qu'on enseignait. Et dans ces écoles des beaux-arts, les indigènes, comme on disait à l'époque, n'étaient pas admis. Les premiers indigènes admis dans les écoles des beaux-arts, c'est les Mesli, les Issiachem et consorts. Hein. Ça n'a commencé qu'après la Seconde Guerre mondiale. Hein. Avant, il y avait ce qu'on appelait les arts... comment ils appelaient ça pas les arts locaux, les arts indigènes. Oui, les arts indigènes. Les arts indigènes. Et donc, c'était de l'ordre. Par exemple, l'enluminure était considérée comme un art indigène. Voilà. Et donc, dans une annexe de l'école des beaux-arts d'Alger, il y avait cette section des arts indigènes où on enseignait la miniature et où on a commencé à enseigner où on enseignait l'enluminure et où on a commencé à enseigner la miniature à la suite de Racine. Oui. Donc la miniature est arrivée tardivement au Maghreb. Il n'y avait pas de miniature au Maghreb avant les frères Racine. Voyez, et c'est un art qui a été importé de Turquie et d'Iran. Il n'est pas spécifiquement maghrébin. Par contre, l'enluminure était très, très développée avec la peinture sur verre et surtout avec les peintures murales de Kabylie qui étaient, qui étaient faites par les mères de famille, hein, par les habitants de la maison et qui étaient totalement abstraites. Hein, c'était il n'y avait pas de figuration, hein, il y avait des symboles, par exemple des croissants, par exemple des têtes de chèvres. Il y a toute une symbolique, d'ailleurs il y a un livre sur la symbolique de ces dessins, mais c'était de l'abstrait, avec des motifs totalement symboliques. Donc, tout le substrat maghrébin était abstrait. Là-dessus, la figuration qui arrive avec la colonisation et qui est adoptée par les Algériens. Au moment de la première génération, disons, de peintres algériens qui a compté, ceux qui, dans un élan spontané, faisaient de ce que l'on a appelé de l'art naïf. Alors, l'art naïf a eu le bonheur de plaire aux Occidentaux. Ils étaient eux-mêmes dans une trajectoire où ils étaient en train de revaloriser la spontanéité en art, et donc l'art naïf leur convenait. Benaboura, par la suite, même Zerarti, qui n'est pas du tout un naïf, a été classé parmi les naïfs. Baïa aussi. Alors Baïa, c'est le grand nom de ce que l'on appelle l'art naïf. Et moi, je me souviens de ma mère me disant, bof, ça, qu'est-ce que c'est? Moi, je le faisais quand j'étais petite pour jouer et pour m'amuser. Elle considérait qu'il n'y avait pas d'élaboration, que c'était un jeu d'enfant que de dessiner ou de peindre de cette façon-là. Bon, par la suite, il y a eu une conceptualisation, mais c'était surtout une conceptualisation qui s'effectuait en France et pas en Algérie. Elle a résisté elle-même à la conceptualisation. C'est-à-dire qu'elle n'en avait pas les moyens. Elle était très sincère, très directe dans ce qu'elle faisait, mais elle ne souhaitait pas commenter son travail. Et elle disait avec beaucoup de modestie, vous voyez ce que vous voulez, vous écrivez ce que vous voulez,
mais ce n'est pas à moi de le faire, ce en quoi d'ailleurs elle avait raison. Elle avait vraiment raison. La question que je voulais poser par rapport à l'abstraction, c'est dans la discussion avec les paysans, Oui. avec les villageois, Oui, cette question d'utilité, oui, de choses qui servaient à quelque chose d'autre. oui, oui, La question se posait dans l'architecture. oui, Est-ce que c'est fonctionnel? Est-ce que c'est Oui. utopique? c'est ça. Est-ce qu'il y a une fonction? Est-ce que c'est quelque chose, c'est une image qui est projetée sur le paysage? Et donc, je me la pose par rapport aux fresques. Oui, Est-ce que dans la proposition de collectivité, d'expérimentation, d'abstraction, est-ce que pas la rupture, mais la nécessité d'une traduction esthétique oui, était nécessaire parce qu'il y avait une proposition abstraite? Est-ce que la même question serait posée Oui. si la proposition de cette collectivité artistique a été figurative? Est-ce que, à votre avis, il y avait une sorte de... Là, c'est vraiment une colle parce que il se trouve que les artistes qui ont pris cette initiative étaient déjà acquis à l'abstraction. Donc, et puis les autres, d'ailleurs, ça détermine une sorte de clivage sociologique entre ceux qui étaient pour la figuration, Bouzid par exemple, et ceux qui ont opté pour l'abstraction, ou Issiachem qui était entre les deux. Il y a quand même une question de recrutement sociologique là-dedans. Mesli, c'était un choix délibéré du fait de ses études. Pour Issiachem, qui était beaucoup plus impulsif, et lui, c'était l'école de Paris, une certaine forme de l'école de Paris qui l'avait beaucoup impacté et qu'il reconduisait parce que ça correspondait à sa sensibilité. Mais disons, ces peintres qui avaient une conscience claire de ce qu'ils voulaient faire ne conceptualisaient pas pour autrui, sauf Khada, qui lui a écrit Éléments pour un art nouveau, Feuillets éparpillés, etc., et qui s'interrogeait de façon effective et même didactique sur le pourquoi du comment. Lui aussi, il avait une période figurative. Il a commencé par le figuratif. Avec Ben Antar, ils allaient peindre sur des paysages, hein, sur le motif, comme on dit. Ils allaient peindre, ils emportaient leur chevalet et puis ils faisaient des paysages. C'est en arrivant à Paris que tous les deux ont basculé vers l'abstraction, mais ils n'ont pas basculé d'un seul coup, hein. Il y a des étapes, et chez Ben Antar et chez Khada, il y a des moments avec des allers-retours. Et Ben Antar est allé du côté de la représentation des atmosphères, disons, et donc il y a une sorte de production un peu comme ça qui ressemble à des nuages, voilà. Ce sont des atmosphères, tandis que Khada est resté très enraciné dans le terroir. Et pour Khada, c'est l'olivier qui est l'arbre totémique du Maghreb. Mais dans tous ces tableaux, il y a des oueds, il y a des falaises, il y a beaucoup d'oliviers, des oliviers torturés, des oliviers naissants, des oliviers, enfin, toutes sortes. Et chez lui, il y a eu une sorte de rencontre qu'il a d'ailleurs conceptualisé dans Éléments pour un art nouveau, une sorte de rencontre entre une sorte d'écriture naturelle que les arbres, que les branchages, que les oueds font, qu'ils écrivent dans la nature, et une écriture humaine qui vient se surajouter ou qui vient décrypter cette écriture de la nature. Oui.
Et ce qui était un peu étrange, en tout cas à mes yeux, c'est que quand il commençait un tableau, il faisait un très grand signe sur la toile. Et ce qui était remarquable, c'est qu'il écrivait de droite à gauche, alors qu'il avait appris à écrire en français et que normalement il aurait dû écrire de gauche à droite. Mais la gestuelle, comme s'il y avait une mémoire ancestrale qui guidait le corps, et donc la gestuelle était dans ce sens-là plutôt que dans l'autre. Mais son souci était un souci d'écriture, un souci de graver des formes, de donner sens. Mohamed Dib, dans un texte qu'il consacre à la peinture de Khadda, dit « c'est un géomancien ». Et il dit qu'il fait surgir les signes comme le géomancien fait surgir les signes du sable. Khadda fait surgir les signes comme et il donne aussi la métaphore du miroir. Comme vous faites surgir vos traits dans le miroir, Khadda fait surgir la nature dans ses toiles. Vous voyez, ça c'était une vision qui est celle de Dib. Dib qui considérait d'ailleurs que dans l'imaginaire maghrébin, il y avait deux éléments constitutifs incontournables, le désert et le cygne. Et que le désert, c'est le lieu de la mouvance, le lieu du déplacement et le lieu de la non-mémoire. Il y a un tableau de Khadda qui s'appelle « Les sables n'ont pas de mémoire ». Et ça rencontre la pensée de Dib qui dit que le désert ne capitalise pas de la mémoire, mais que le désert permet l'émergence ininterrompue de signes et que les signes, que ces signes-là sont en écho les uns avec les autres et qu'ils sont surtout en écho avec le cosmos. Et donc vous êtes en train de nous décrire quelque part un essai de résolution de ces deux trames, une pratique qui s'est dédiée à la fois dans la collectivité, à la fois dans sa dédication, non je pense que ça marche pas en français, son engagement, merci. Son engagement sur des questions d'écriture, c'est un travail qui vient essayer dans l'abstraction, résoudre ce conflit. Oui, je pense que c'est... sur des bases anciennes, peut-être. Oui, je ne sais pas si c'était le fait de résoudre un conflit ou le fait de valoriser un filon possible parce qu'en plus il était imprimeur de formation et donc sa pratique de l'écriture, des polices, il adorait d'ailleurs les variations des formes de police, etc. Il a même écrit un article où il proposait des solutions pour les machines à écrire en langue arabe, parce que l'arabe ne se découpe pas comme l'alphabet latin, et donc il fallait trouver des astuces pour gagner du temps, pour que l'imprimerie soit plus efficiente, etc. Il y a le problème des signes diacritiques qu'on ajoute en arabe, comment les résoudre d'un point de vue technique, etc. Il a beaucoup réfléchi sur ces choses-là du point de vue de l'imprimeur. Voilà, du point de vue donc c'est vrai qu'il y a une convergence des préoccupations qui se concentrent sur les phénomènes d'écriture. Mais il échappe quand même, il emprunte d'une tradition, on va dire, occidentale
pour la renouveler C'est ça. comme, une extension ou une évolution de quelque chose de très ancien, C'est qui ça. est ancré dans le territoire. Tout à fait. Donc il arrive à aller comme ça. Oui. Ah oui, ah oui, oui. Comme nous tous, hein, on va jamais en ligne droite. Hein, on cherche et on avance, on recule, on tourne à droite, à gauche. Et après, c'est à la fin de la vie que la trajectoire, c'est rétrospectivement que la trajectoire se dessine. Mais pendant qu'on la dessine, elle est brouillonne. Elle est brouillonne. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il était violemment opposé à la pratique systématique de la calligraphie. Et trouvait que les grands calligraphes irakiens et autres avaient épuisé cette veine d'écriture et que tous ceux qui venaient après ne faisaient que de la redite et que c'était des sous-produits de la grande calligraphie des temps passés. Donc. Et donc de jeunes peintres qui font de la calligraphie trouvaient que c'était, comment dire, de l'adresse, mais que ça n'était pas créatif. Hein, qu'il fallait... C'est pas une synthèse de plusieurs choses en même temps. C'est répétitif. Il trouvait que c'était trop répétitif et que le côté joli, il n'aimait pas le joli. Il était opposé à ce qui fait joli parce qu'il considérait que c'était une facilité, une très grande facilité. Et donc, faire de la calligraphie pour la beauté des lettres en elles-mêmes et pour elles-mêmes, il n'en voyait pas l'intérêt. Il fallait que ça aille vers une production de sens qui renouvelle et on a souvent pensé qu'il y avait de la calligraphie dans ces tableaux. Souvent, on a des formes calligraphiques. Mais il a un tableau qui est au musée des Beaux-Arts qui s'appelle Alphabet libre. C'est-à-dire qu'il part de la forme de la lettre arabe, mais c'est pour s'en détacher, c'est pour aller ailleurs. Voyez donc, rester collé à quelque chose, c'est très beau. Hein, on voit tous de très belles calligraphies. Et puis sur les frontons, dans les mosquées, il y a de très très belles calligraphies, hein, voilà. Mais la répétition, ce n'est pas de l'art. Et ça revient à un point de notre discussion avec Massinissa l'an dernier, où j'avais l'impression que vous disiez que l'abstraction dans les mains de Khada et de Katabi Yassine, par exemple, c'était une manière d'éviter d'être figé par la répétition, mais c'était aussi un outil de résistance envers une tradition occidentale qui venait coloniser le monde esthétique. C'est ça. Que c'était résistant quelque part d'insister sur ça. C'est-à-dire qu'il trouvait que la figuration figeait le monde. D'accord, bah oui. Voilà, la figuration fige le monde dans une représentation finie. Quel que soit le génie de l'artiste, les marges d'interprétation sont beaucoup moins importantes que pour la peinture abstraite. Voyez. Donc il y a une sorte de clôture de la peinture réaliste, disons, hein, qui n'existe pas dans la peinture non réaliste, vous voyez, parce que précisément il considérait que ça revient à l'idée du signe. Le signe, c'est une concentration de sens dans une forme qui permet une extension à l'infini. Voilà. Alors, quand on a un signe, les interprétations sont illimitées. Quand on a
un portrait ou un arbre ou une chaumière, etc. L'interprétation existe, elle n'est pas nulle, parce que tout dépend de la sensibilité de l'artiste, tout dépend de la sensibilité du récepteur, etc. Il y a des marges de lecture, mais ces marges restent limitées. Tandis que pour le signe, dans la mesure où le sens n'est pas fini, le sens reste ouvert, donc les interprétations sont illimitées. Voilà. Et donc c'est le principe même de l'abstraction. Et lorsque Dib fait le lien entre le désert et le signe, je pense que c'est quelque chose, que c'est une idée vraiment d'ordre anthropologique. C'est parce que ce sont des arts qui sont nés dans un espace du désert qu'ils ont pu avoir cette capacité de concentrer dans des formes très symboliques, très restreintes, des significations. Vous voyez ? D'abord, il n'y avait pas les moyens, si vous voulez, d'accumulation comme ça existe dans les pays européens, les musées, les bibliothèques, les archives, etc. Ce ne sont pas des choses qui sont courantes dans les pays désertiques de façon générale, vous voyez. Et donc, il y a un archivage par la mémoire qui est un archivage toujours aléatoire. Hein, la mémoire ne restitue jamais de façon précise, exacte, définitive un souvenir. Donc, c'est un art qui est un art en évolution permanente et c'est un art qui ouvre des marges d'interprétation infinies et que finalement, ce qui n'est pas dit est aussi important que ce qui est dit. Il y a des liens à faire parce que je pense toujours à notre discussion par rapport à l'architecture des 1000 villages et la question de leur... est-ce qu'ils étaient une utopie ou non? Est-ce qu'ils signifiaient quelque chose d'illimité ou non? Est-ce qu'ils étaient cloisonnés dans une idée fixe de la modernité ou est-ce qu'ils étaient ouverts à être appropriés par les villageois ou pas? Et il me semble qu'il y a des parallèles assez intéressants entre ce que vous dites par rapport au signe et l'échec de ce projet formel des 1000 villages. Oui, en tout cas, moi je me souviens que les architectes à cette époque disons les gens qui gravitaient autour de cette révolution socialiste, c'était des questions qui se posaient à eux parce que il y avait là aussi un télescopage de modèles. Et donc, comment faire ces villages? Est-ce qu'on fait des bâtiments comme ceux qu'il y a qui ont été construits par les colons, par la colonisation? Ou est-ce qu'on reconduit une configuration qui est une configuration autour d'une cour centrale avec des dépendances qui sont autour, etc. Est-ce qu'on entasse les gens dans un même immeuble ou est-ce qu'on les disperse sur l'horizontalité? Donc c'était des problèmes qui étaient débattus à ce moment-là. Et je crois me souvenir que c'était des considérations d'ordre économique qui primaient. Ça, c'était plus facile à faire, ça, c'était plus économique, ça, etc. Et donc, les réflexions n'étaient pas très suivies par l'exécution au niveau du pouvoir. Quoi. Et donc, on a une grande hétérogénéité de ces villages-là. Et il y en a où on a des petits immeubles qui se côtoient les uns les autres, et puis il y en a où on a des maisons avec patio,
Et on a été confronté au problème des sanitaires. Ça a été vraiment un grand problème pour ces villages. Est-ce que les sanitaires devaient être de telle façon? Est-ce qu'ils étaient individualisés pour chaque habitation? Ou est-ce qu'ils étaient collectifs, etc. C'était un casse-tête important. Je ne veux pas passer aux sanitaires directement aux questions ouvertes. C'est pas une Désolée transition d'avoir évoqué ce très problème élégante. prosaïque. Mais c'est temps de poser au public s'ils ont des questions en particulier à vous poser. Oh, Je ne veux pas vous monopoliser. C'est pas gentil de donner au public le problème des sanitaires. Justement, je donne au public la voix, mais sans peut-être le problème des sanitaires. Est-ce qu'il y a des... Sinon, j'en ai beaucoup moi-même. Oui, j'ai une question. C'est mon souvenir d'enfant à cette période de la construction des villages, des 1000 villages socialistes. C'est que étaient quand même très présentes dans le paysage des œuvres inspirées, qui se voulaient du réalisme socialiste. Oui. Alors, je voudrais que vous me parliez comment ça a été reçu par notamment ce groupe d'artistes de la génération de Khedda, etc., qui avaient fait le choix de l'abstraction. Quel rapport avait le pouvoir avec ce type d'art? Comment des artistes à qui on commande des fresques dans les villages socialistes, comment on ne leur impose pas aussi une esthétique? Quelle marge de manœuvre ils avaient avec ça? Oui, c'est une évolution de la question. Est-ce que l'utilité s'est posée? Voilà. Ouais. Comment a été reçue les fresques abstraites? Est-ce que des œuvres avec cette esthétique figurative et socialiste auraient eu plus de sens, d'utilité? En tout cas, elles avaient plus d'écho. Elles avaient un écho. Elles avaient un écho plus important que ce qui était abstrait. Il y a un article dans Éléments pour un art nouveau de Khedda où il déplore précisément que la déculturation est aboutie à ce que finalement on considère comme authentique ce qui était inauthentique et inversement. Voilà. Et ça, c'est un problème, disons, c'est un problème historique. La déculturation est effective et donc les gens en étaient venus à penser que la peinture abstraite était inféodée à l'école de Paris. Ce qui d'ailleurs n'était pas totalement faux, pas inféodé. Hein. Eux disaient que c'était inféodé, mais la peinture abstraite était, disons, très marquée par l'influence des deux écoles de Paris. Hein. Voilà, il y avait une influence de l'école de Paris. Au demeurant, c'est là que les peintres ont fait leur apprentissage et c'est là qu'ils ont été reconnus. Donc il y a aussi cette consécration par la critique parisienne qui fait qu'on se méfiait Par contre, le réalisme socialiste, ça rattachait l'Algérie à l'Union soviétique. Et donc c'était mieux vu. C'était socialiste. Et donc, je me souviens d'un article de journal où il y avait une sorte de dérision sur les paysans tracteurs avec un sourire, avec des dents blanches, etc. Donc une sorte de caricature de la réalité qui était proposée à travers ces images socialistes. D'ailleurs, elles foisonnaient, on ne les voit plus, je ne sais pas où est-ce qu'elles sont passées. Elles étaient sur les pièces de monnaie, les petits journaux, les postes, sur les timbres de poste, les cahiers. Les cahiers des écoliers, les couvertures de cahiers. Qu'on retrouve dans l'expo de Massinissa d'ailleurs. La route de l'aéroport, il y en avait, en veux-tu, en voilà. Hein, il y a de grands panneaux de réalisme socialiste. Et les jeunes peintres étaient très porteurs aussi, reconduisaient cette vision
Mais ça s'est dilué. C'est parti, on ne les voit plus. De toute façon, enfin, si je peux ajouter, enfin, Puis après dire. oui, pardon, c'est que ce public algérien, etc., en dépit de ce substrat anthropologique qui semble vrai, de toute façon, il y a eu en même temps une multiplication des images, un accès à l'image, une habitude de l'image qui a un peu transformé transformer le paysage, ce que peut recevoir le public. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que la photographie, le cinéma, etc., et même la bande dessinée, ont été des concurrents très, très importants de ce réalisme socialiste. Hein. Ça a contrecarré cette tendance. Et puis, bon, il faut dire que le socialisme algérien se revendiquait du socialisme de l'Union soviétique, mais qu'il n'en avait que le discours. Hein. Ce n'était pas du tout les mêmes déterminations, les mêmes dynamiques, ce n'était pas du tout les mêmes choses. Moi j'ai une question un peu naïve. Je me dis, bon, je me souviens de ces fresques et je me dis qu'elles ont survécu aux années noires. Est-ce que finalement, c'est pas parce qu'elles sont abstraites qu'elles ont pu survivre et que si elles auraient été figuratives, peut-être qu'elles n'auraient pas survécu? J'allais dire, je peux me poser la même question. En tout cas, c'est une question qui se pose. Moi, ce que j'y vois, c'est que finalement, il y a eu une appropriation par les habitants de ces fresques, à telle enseigne que la fresque, par exemple, de Mouamora a été restaurée récemment par Denis Martinez, par oui, c'est Ben Barded. Enfin, les deux survivants de l'époque ont travaillé à la restauration. Et quand ils sont allés, je devais y aller, j'ai pas pu, j'étais malade, mais quand il y a eu cette initiative de restauration, c'était le directeur d'école du village qui était devenu maire de ce village, et c'est lui qui avait mis à l'abri cette fresque parce qu'elle avait été menacée par les intégristes dans les années 90. Elle a été menacée. Et donc, à Marmora. Oui, à côté de Saïda. Et donc, c'est le maire qui a pris la fresque, qui l'a mise à l'abri et qui ne l'a sortie qu'il y a 4 ou 5 ans. Et Denis Martinez, avec Ben Barded et un troisième larron, sont allés la restaurer. Et il y avait d'ailleurs des gens de l'école des beaux-arts d'Alger qui les ont accompagnés. Et la fresque, elle est vraiment dans une salle de classe. Ouais. Oui, tout à fait. Voilà. Les autres, je ne sais pas, je n'ai pas cherché à voir ce qu'elles sont devenues. Je ne sais pas. Je sais qu'il y en a une à... comment ça s'appelle? Je ne me souviens plus du nom du village. Bon, j'ai la mémoire qui flanche. Monsieur? Alors, moi, je voudrais revenir sur un point que vous avez évoqué au tout début, qui m'a un peu perturbé. C'est au moment où vous disiez que donc les intellectuels, les étudiants allaient dans ces villages de manière un peu paternaliste quelque part, et pour apporter la culture, l'hygiène. On est vraiment au lendemain de l'indépendance. Et c'est un peu ce que la colonisation voulait apporter aux Algériens. Est-ce qu'il n'y avait pas, à ce point-là, ils n'avaient pas de distance par rapport à le fait d'y aller comme ça. C'est comme c'est une double peine pour ces paysans qui ont vécu ça de la part de la colonisation et qui vivent ça encore une fois de la part des gens qui viennent quelque part. Pareil, considérer qu'ils sont inférieurs et que voilà, on va vous ramener la culture,
Oui. Ça m'a vraiment perturbé comme... Écoute, pardon, c'est une ambiguïté qui est une ambiguïté normale de toutes les époques historiques. Hein, comment dire, les évolutions historiques se font dans une prise de pouvoir symbolique par une catégorie, les révolutionnaires, qui sont des intellos et qui sont détenteurs de la vérité. Et ils vont prêcher, comme autrefois les religieux allaient prêcher, ils vont prêcher leur vérité. Alors, c'est peut-être maladroit de ma part de parler de paternalisme, parce que ça renvoie, comme vous le dites, à une époque de domination. Mais il y a quand même une sorte de comment dire, de rapport ambigu qui fait qu'il y a une catégorie de gens qui savent ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est beau, et qui vont le proposer aux autres. Et précisément, cette expérience des fresques dans les villages socialistes, c'était un moment qui voulait échapper à ce rapport de domination, entre guillemets, puisqu'il y avait le souci de partager, de discuter, de demander ça vous convient pas, qu'est-ce que vous en avez compris, qu'est-ce que vous voulez, etc. Il y avait une tentative de dialogue. Mais comme dans toutes ces choses-là, c'est très restreint, c'est très limité, c'est des épiphénomènes. Parce que le mouvement, la vague de fond, c'est une vague de « on va vous apporter le progrès ». Et le pouvoir algérien de cette époque, c'était « bon, on a été colonisé, on a été maltraité, on a été déculturé, voilà, on a été déshumanisé, mais nous maintenant, on a gagné la guerre et donc on va faire régner la vérité, le bien, le beau, le grand, le noble, etc. » Donc il y avait cette lame de fond qui faisait que la société était partie prenante dans ce mouvement. La société était pour qu'on avance. Et il y avait cette notion du progrès. Bon, maintenant, dans les années 2023, on se pose des questions sur ce que signifie le progrès. Juste pardon, une question. Est-ce que c'est la société ou les grandes villes qui voulaient qu'on avance? Très juste. Les grandes villes, de façon majoritaire, mais l'intérieur aussi était concerné par... parce que, par exemple, Marmoura ou Saïda, c'était l'intérieur, c'était pas les grandes villes. Qu'est-ce qu'il y avait comme grandes villes? Alger, Constantine, Oran, point à la ligne. Tout le reste était semi-rural. Et de toute façon, les ruraux sont rentrés en masse. Très importante dans les villes. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a quand même une conception un peu citadine de la civilisation, hein, une conception très citadine de la civilisation. Ibn Khaldoun est peut-être à l'origine de cette conception. Le progrès, c'est la cité, c'est pas les ruraux. Donc, il ne faut pas confier aux ruraux l'avenir du pays, quoi. Mais au moment de l'indépendance, c'est vrai qu'il y a... c'est un peu abusif de parler d'intellectuels parce qu'à partir du certificat d'études, on était intellectuel. Oui. Donc... et comme le nombre, à l'université d'Alger, on a comptabilisé en tout et pour tout une douzaine d'étudiants qui étaient inscrits à l'université. 62. En 62. Algérien. Algérien. Oui, algérien, bien sûr. Au milieu des étudiants français. Bien entendu, l'université était pour les Européens. Les Algériens qui y accédaient, c'était vraiment... l'exception. En 1954, très précisément,
Moi, j'ai passé le concours d'entrée à l'école normale d'institutrice, hein, ce n'était pas encore l'école normale supérieure. L'école normale d'institutrice, on était 3 Algériennes sur 150 et quelques candidats. Vous voyez, on était 3. Vous voyez, donc, c'est-à-dire qu'il y a eu un saut qualitatif et quantitatif de telle sorte que, si vous voulez, dès qu'on avait le certificat d'études, on écrivait, on pensait, on influençait. Les partis politiques étaient constitués majoritairement par des gens qui avaient le certificat d'études. Si je puis me permettre aussi cette question, si on parle de la culture, elle n'était pas juste de la peinture, il y a aussi des tentatives de théâtre dit populaire, des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez... Oui, c'est pour ça que je disais au début que c'était une vague de fond qui poussait toute la société. En tout cas, qu'on soit allé à l'école ou pas, que l'on soit alphabétisé ou pas, etc., il y avait une aspiration à ce que l'on croyait être le progrès. Voilà. Voilà. Et donc les gens voulaient une amélioration des conditions de vie, voulaient de l'école, voulaient tout ça. Et bon, moi j'étais institutrice au moment de l'indépendance et je me souviens de disputes homériques, mais je vous assure que les gens en arrivaient au point, parce qu'il y avait 2 grands clans. Il y avait ceux qui étaient pour on scolarise tout le monde et on recrute des enseignants là où on peut. Et ceux qui disaient non, on scolarise progressivement. D'abord, on voit quelles sont nos capacités éducatives, quelles sont nos capacités en nombre d'enseignants, et en fonction de l'encadrement, on inscrit des enfants. Et puis ceux qui disaient, bon, moi j'étais jeune et folle à l'époque, je disais non, de quel droit vous allez inscrire celui-ci et pas celui-là? Il faut inscrire tout le monde. Et si on baisse le niveau, eh bien, on baisse le niveau pour tout le monde. Et donc il y avait ce débat, il y avait les cinémas populaires, les cinépop qui avaient été lancés par... Mais ma question aussi, par exemple, peut-être pour citer les plus connus comme Khaled Yassine ou Mohamed Aloula, il y avait cette volonté, alors c'est pas ce que je maîtrise le mieux, mais j'espère que je ne dis pas de bêtises. Plus fort ça. Oui, pardon. Oui, je disais, par exemple, la question du théâtre populaire, par exemple. Pour citer les plus connus, je parlais de Khaled Yassine et Mohamed Aloula qui voulaient faire un théâtre populaire. Abdelkader Aloula, oui. Je vais en français plus tard. Pour un théâtre populaire, du peuple, qui retrouve des espèces de racines ou des choses comme ça. Est-ce qu'il n'y avait pas là-dedans aussi une sorte de dimension utopique, voire quasi romantique dans la chose, et qui peut-être créait, malgré elle, une projection sur la paysannerie ou le monde rural ou le monde, ou la classe ouvrière algérienne de manière générale, parce qu'il y avait ça aussi, il n'y avait pas que la paysannerie, il y avait aussi la classe ouvrière algérienne, parce que c'est les paysans, c'est ce qu'on a appris au cours du projet, c'est qu'il y a aussi les sans-terre qu'on a déplacés aussi pour l'industrialisation de l'Algérie aussi. Est-ce que quel regard vous avez sur ce genre de tentative? Oui, non, mais je crois que dans toutes les disciplines, et aucune discipline n'a échappé à la fois à l'élan d'enthousiasme et de volonté utopique, bien entendu, et de volonté de progrès, et au conflit que ça générait. Partout, c'était pareil, partout. Et bon, par exemple, le théâtre, eh ben, il allait dans les villages socialistes. Hein, ils allaient se produire dans les villages socialistes. Et bon, c'est vrai, Aloula se revendiquait de Bertolt Brecht, mais il voulait du Brecht à la sauce algérienne. Vous voyez, Kateb aussi. Et Kateb était du côté du Gouel et plutôt du côté soviétique, disons,
et Aloula davantage du côté du Gouel. Vous voyez, donc il y avait des nuances, il y avait des différences, il y avait des rivalités même, hein, il y avait des rivalités importantes entre les créateurs, et puis bon. Mais il y avait ce sentiment qu'on était en train de construire quelque chose, qu'on était en train de construire et qu'on était en train d'aller vers le mieux. Est-ce qu'on pouvait dire que pour tout ce monde-là, il y avait une espèce de, pas d'une utopie, mais d'une certitude profonde qui a guidé leur travail, c'est qu'il y avait une part d'universel dans l'Algérie. Et que finalement, aussi bien la révolution que l'indépendance, c'était quelque chose qui, pas débloqué, mais qui allait pas contre, mais qui reposait la question aussi bien de la religion que la question de la tradition, et se reposait en termes d'une forme de modernité qui pouvait être algérienne, et qui a donc traversé tous les champs. Effectivement, c'est plus simple pour le théâtre d'aller chercher quelque chose dans la tradition, c'est plus simple pour l'art d'aller chercher quelque chose dans le signe, que pour l'architecture ou pour un certain nombre d'autres disciplines, peut-être dans l'écriture. C'est-à-dire des souvenirs que j'ai. Et encore une fois, je trimballe des fantasmes de mes sœurs aînées et des histoires de mes sœurs aînées. Il y avait cette forme de... J'aime pas utiliser ce mot parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe comme wokisme, quand on dit modernité, quand on dit universalisme, quand on dit humanisme, c'est teinté de c'est l'histoire de l'homme blanc. À l'époque, cette histoire de l'homme blanc, je veux dire, a fait bouger toute une masse d'intellectuels, et je revendique qu'ils étaient intellectuels, même avec un brevet. L'arabe de Benedict qui n'était pas allé à l'école, qui a plus joué au football qu'allé à l'école, il lisait du Bertolt Brecht. Je veux dire, quand on pose la question de la plateforme de la Soumam, jusqu'à aujourd'hui, il y a ce problème. Est-ce qu'elle dessinait une Algérie moderne et laïque, ou est-ce qu'elle dessinait une Algérie qui devait revenir à la tradition ancestrale? Cette question n'est pas encore tranchée. Ça nous a valu 200 000 morts. Donc, cette question de la modernité et cette question de l'universalisme, est-ce qu'elle traversait le travail de ces gens-là, je parle des artistes, ou est-ce que c'est seulement un passage ambigu? Je ne veux pas faire dans l'arcade qui ne veut rien dire, dans le truc qui ne porte pas, je ne veux pas faire dans le joli, et donc je fais dans ce qui peut avoir des sens, même pas du sens. Est-ce que cette question, pour finir, de la laïcité, de l'universalité était posée dans la tête des gens? Tout ce que vous avez dit, ce n'était pas la spécificité ni des dirigeants, ni des intellos. C'était les questions qui, de façon claire ou de façon confuse, animaient toute la société. Et la société était impulsée par ces questions-là. Vous voyez, il y avait une sorte de poussée comme ça vers je veux faire mieux. Voilà. Et je veux être concurrentiel avec les grandes puissances. Je ne suis plus un dominé, je ne suis plus un colonisé, je veux participer du mouvement de l'histoire. Donc il y avait cette impulsion qui était générale, mais chacun la vivait avec ses moyens, et puis surtout, et surtout avec son héritage intellectuel, son héritage. Voilà, c'était. Il y avait ceux qui considéraient qu'on allait bien avancer si on appliquait un islam très exigeant, etc., et s'il y avait une moralisation. Il y a eu des tentatives les premières années d'indépendance, d'interdire le vin, d'interdire les alcools, etc. Ça n'a pas marché parce que ceux qui voulaient en consommer étaient plus nombreux que ceux qui ne voulaient pas. Mais il y avait ceux qui étaient poussés par un idéal religieux et ceux qui étaient poussés par un idéal laïque. Et la laïcité, d'ailleurs, je ne sais pas, hein, ça c'est une hypothèse que je me fais à moi-même. Je me dis que si l'intégrisme n'a pas pris et ne prendra jamais en Algérie, c'est parce qu'on a cette structuration
qui nous vient de la colonisation. Ce n'est pas un bienfait colonial, hein, mais c'est une structuration qui fait qu'on est beaucoup plus sensible que tous les autres pays arabes et musulmans au problème de la laïcité. Il y a peut-être la Tunisie, mais ça vient d'en haut, ça ne vient pas de la société. Mais la société algérienne reste imprégnée par cet idéal de laïcité. De séparation, en tout cas. C'est cette Algérie utopique, on va dire, de Boumedienne, ben là je ne m'en rappelle pas, Oui. qui a, on va dire, qui a percolé, qui reste encore présente dans la tête des gens. Et bien sûr, souvent, sans associer le mot modernisme à Boumedienne, mais c'était à la limite une Algérie d'une forme de tolérance, alors qu'on était dans un régime qui avait intolérant, parti unique, tout ce qu'on veut. Il y avait cette forme de tolérance finalement uniquement sur cette question du rapport à la religion. Oui. Finalement. Oui, oui, et c'est ce qui continue à spécifier l'Algérie par rapport aux autres pays arabo-musulmans. Il y a une dernière question, oui. Est-ce qu'apparemment, faire mieux? Parce qu'il y a toujours ces formes d'initiatives où il y a des artistes, la majorité qui viennent de la cité, qui veulent, c'est toujours bon au village où on construit quelque chose, de sculpture ou bien des pièces d'art. Qu'est-ce qu'on a appris? Est-ce qu'il y a des conseils à donner à ces artistes, par exemple? Juste, qu'est-ce qu'on a appris de l'expérience des villes socialistes, des villages socialistes? Qu'est-ce qu'on a appris de ces villages-là? Voilà, qu'est-ce qu'on a appris de l'expérience d'aller au village, un artiste qui va au village, qui C'est construit une quelque question de chose? bilan. Parce qu'on a parlé, vous avez parlé de l'expérience je sais pas, de parler avec les villageois, etc. Oui. L'échange, le débat, le conflit. Oui. Qu'est-ce Oui. qu'on en tire Il y a des conseils à donner. En tout cas, pour c'est les pas... jeunes artistes, Oui. pour les gens qui veulent faire, qui ont un désir du même élan? Oui, oui. Je pense que, comment dire, ces mouvements sociaux de masse n'existent plus nulle part, ni en Europe, ni dans les anciennes colonies. Il n'y a plus ce désir collectif de transformation de la société. Et donc les choses se jouent à partir de catégories sociales, à partir d'événements particuliers. Il n'y a pas d'éléments fédérateurs. Il y a eu des éléments fédérateurs, aussi bien en France d'ailleurs que dans les pays européens de façon générale, dans les anciens pays colonisés. Il y avait des mouvements massifs. Même si ce n'était pas toute la société, c'était une grande partie de la société, en tout cas une partie représentative de la société qui tirait vers l'avant. Là maintenant, il y a des initiatives individuelles, il y a un moment de l'histoire, harak, bon, un mouvement qui dynamise la société et ça retombe. Il y a un verrouillage, c'est-à-dire que, disons, quel que soit l'endroit géographique où on se trouve, les pouvoirs ont tiré plus de leçons de cette effervescence révolutionnaire que les révolutionnaires eux-mêmes. Et donc le verrouillage, c'est ça. Eux, ils en ont tiré ils ont compris. Et le verrouillage s'est fait. Hein. Actuellement, en France, le verrouillage est scandaleux. L'unité de pensée, on n'a jamais vu une unité de pensée en Algérie aussi forte qu'elle existe actuellement en France. L'unité de parole, les médias, vous prenez n'importe quelle chaîne, c'est le même son de cloche. C'est vraiment l'unité de pensée. Comment? C'est les mêmes propriétaires qui détiennent différents médias, donc oui, c'est le même son de cloche. Je parle de la France. Oui, voilà. Donc, si vous voulez, les leçons qu'on peut en tirer,
c'est que, bon, il faut se fédérer, il faut trouver des éléments fédérateurs, il faut redynamiser la société par la base et surtout ne pas se laisser berner par les injonctions qui viennent du sommet. Voilà, c'est les conclusions que les citoyens peuvent tirer de cette retombée de l'enthousiasme révolutionnaire, c'est qu'il faut le redynamiser et qu'on ne peut le dynamiser qu'en travaillant par le bas, quoi. Il y a 2 autres questions, mais je suis consciente qu'il y a un événement qui se passe juste après. Je ne peux pas on a jusqu'à quelle heure? Ça va? Ok, donc on prend ces 2 questions. Si vous en avez plus, vous nous approchez après et on discutera, mais on les prend. Donc, monsieur. Alors, pour revenir à cette abstraction, est-ce que cette dernière, en matière d'art, arrivait à s'adapter selon les régions? Parce que j'imagine que même pour l'architecture, les considérations économiques et des considérations des exigences d'efficacité et de rapidité des réalisations étaient les mêmes dans tous les villages socialistes, mais le fait de ramener différents architectes et le fait de leur donner des sites avec des caractéristiques différentes faisait qu'on avait une diversité de réponses, une multiplicité de réponses. Est-ce que, par exemple, pour le cas des fresques, cette abstraction qui est censée être abstraite arrivait à s'ancrer selon les régions et selon la latitude? Oui. Écoutez, je ne suis pas sociologue, je ne crois pas qu'il y ait eu des études sociologiques sur la question. Je reconnais que c'est une question d'importance, mais je pense qu'il y a une enquête très sérieuse à faire sur ces villages et sur leur évolution, à la fois historique et sociologique. Ça n'est pas fait. Et je pense que maintenant, la population de ces villages se fond dans l'ensemble des problèmes qui se posent à la société. Et les problèmes qui se posent à la société actuellement sont très différents quand on habite dans les grandes villes ou quand on est dans le pays profond. Mais voilà, c'est une impression très subjective et de vieilles dames qui ne voyagent plus dans les villages socialistes depuis longtemps. Je pense aussi que les tentatives artistiques au sein des villages socialistes étaient limitées. Il n'y en avait pas, il n'y en a pas eu des masses. Il n'y en a pas eu des masses. Donc la question d'ancrage ou de relation à une géographie ou une population en particulier, ça se poserait avec plus d'engagement depuis les communautés artistiques, je pense. Mais je suis d'accord avec Madame Rada que... Il n'en demeure pas moins qu'il y a une enquête à faire. Ah, mais il y a une enquête à faire, pas forcément sur l'art, mais sur l'évolution des mentalités dans ces villages. Comment ça c'est la nouvelle conception qu'ils ont de la modernité ou pas, parce que bon, on a le sentiment comme ça à vue d'œil que l'ensemble de la société algérienne est travaillée en profondeur par une islamisation générale, et donc ça doit toucher les anciens villages socialistes comme la totalité de la société. Mais bon, en même temps, il y a une accélération de l'histoire telle que bon, ça peut changer. Monsieur. J'ai une question, c'est par rapport à la pratique de Khadda. Pratique artistique de Khadda. Khadda voulait donner une autre identité, affirmer l'identité maghrébine. Donc, dans son travail, est-ce que c'est une rupture avec tout ce qui est colonial, ou bien c'est pour donner un nouveau souffle à la société algérienne? Donc, sa pratique, l'objectif. C'est la question des trames. De quel côté? Une rupture ou bien c'est...
J'ai pas bien compris. Est-ce une rupture avec Oui. la tradition esthétique soi-disant occidentale Oui. ou est-ce que c'est autre chose? Je ne pense pas qu'on puisse parler de rupture, dans la mesure où il n'y a jamais eu jonction. Vous voyez écoutez, Khadda était un autodidacte. Il n'est pas passé par l'école des beaux-arts. Il n'a pas eu d'enseignement à proprement parler. Il a glané des choses au cours de son itinéraire. Quand il est arrivé à Paris, il a été ébloui par ce qu'il découvrait dans le champ pictural parisien. Et ce qu'il découvrait là, ce n'était pas la peinture française, ni même la peinture occidentale, c'était la peinture mondiale. Et donc il a découvert aussi bien les estampes japonaises par exemple, l'OACT qui l'a fasciné à un moment donné, c'est à la Bibliothèque de France qu'il en a découvert les reproductions. Et après, il a fantasmé là-dessus, tant et plus. Vous voyez? Donc, il n'a pas accroché son wagon à la peinture occidentale de telle sorte qu'il puisse faire une rupture. Il s'est construit comme se construisent les orphelins de façon générale dans la vie quotidienne. Et ils prennent ce qui vient à portée de leurs mains et ils se structurent avec ça. Vous voyez? Et donc, après, comme c'était quand même quelqu'un qui conceptualisait sa propre pratique et celle des autres, comme il réfléchissait sur sa propre pratique, il se disait pourquoi, par exemple, tel grand peintre occidental ferait de l'arabesque et moi qui suis héritier de cette tradition, je n'en ferai pas. Pourquoi les estampes japonaises seraient étrangères à ma formation plutôt que... Vous voyez, donc, d'abord, il était boulimique en matière d'art, il était absolument boulimique. Mais il avait il avait les pieds très profondément enracinés dans la glaise populaire, dans la glaise algérienne populaire. Et donc, il ramenait tout ce qu'il trouvait, il le ramenait à la maison. Vous voyez? C'était quelqu'un de... Enfin, voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois. Moi, je dois dire que... comment dire? J'ai considéré son itinéraire comme quelque chose de totalement atypique, parce que moi, je viens d'une famille bourgeoise tranquille qui s'est transmis les biens, le savoir, la tradition, la modernité, tout ça. C'était dans ma famille. Je n'ai pas eu d'effort à faire. Mon père m'a inscrite à l'école alors que les autres pères n'inscrivaient pas leurs filles à l'école. Donc, j'ai bénéficié de tous les privilèges de ma classe, de ma catégorie sociale. Et quand j'ai rencontré Khadda, j'ai vu à quel point, lui, il avait gagné à la force des poignets ce qui m'avait été donné à moi, ce qui m'avait été offert, ce qui m'avait été donné. Voilà. Donc, je ne parlerai... si vous voulez, il y a eu rupture parce qu'il n'a pas voulu s'inscrire dans un lignage qui était celui de l'Occident. Mais il n'y a pas eu de rupture parce qu'il reconnaissait sa dette envers toute l'histoire de la peinture occidentale. Donc voilà, il était à la fois ceci et cela. Merci. Merci à vous. Ça, c'est beaucoup mieux pour poser la conversation que la question des sanitaires. Je reconnais la question et l'horizon que ça ouvre pour nous. Merci à vous pour votre attention. Merci, Madame Khadda. Je voudrais quand même m'excuser si j'ai pu vous donner l'impression d'avoir fait
l'article pour Khadda. Je pense que son œuvre suffit pour lui, à parler pour lui. Mais d'un autre côté, je ne peux pas dire que je n'ai pas été admirative de ce parcours. Donc, vous le prenez avec la subjectivité de l'énonceur. Voilà.